Attaquer donc avec pour sujet le regard d'un élu de terrain sur le développement des énergies intermittentes. Alors, ah oui, je vais vous passer un micro, bien sûr. Voilà, ah oui, vous avez volé le micro, voilà. C'est pas bien ça. Merci. Voilà. Merci Jean-Louis Butré. Merci de prendre ce témoignage. Ce témoignage, il vient de mon investissement dans très jeune lutteur sur l'éolien, puisque je n'ai, par rapport à Jean-Louis ou Fabien, que 5 ans de passé sur cette lutte. Mais ça n'empêche que je suis, moi, totalement en colère. Alors peut-être c'est ma naïveté qui me rend en colère, mais en réalité, je constate au sein de la région dans laquelle je suis élu, qu'il y a vraiment un enjeu d'idéologie qui l'emporte complètement sur la rationalité. C'est peut-être lié à la majorité en place, constituée d'un PS, des ELV et du PC. Et d'ailleurs, ça crée quelques petites dissensions au sein de ce groupement. Je suis aussi extrêmement en colère face à l'argent qui aveugle. On le dit, c'est un problème de nos campagnes, de nos territoires. L'argent, c'est vraiment quelque chose qui est moteur dans l'intégralité, enfin, dans la totalité de ces municipalités. Et puis, en tant qu'élu, mais aussi président d'association, je suis vraiment aux côtés de cette contestation où je constate que les habitants et les élus, finalement, se rejoignent dans la contestation, parfois pour des motifs très différents. Et puis, je voulais aborder aussi ce point qui est les enjeux de la concertation. Alors moi, ça me fait éclater de rire, parce que la concertation sur un tel sujet, je ne sais pas qui on va rouler dans la farine, pour être poli, mais est-ce que c'est possible de concerter deux points de vue aussi diamétralement opposés? On ne peut pas mettre une petite éolienne cachée derrière une grande haie, ça n'est pas possible. Enfin, je terminerai mon propos en évoquant les enjeux face à cette situation que le CRME, pour partie, prend en charge et un certain nombre d'actions que nous réalisons. Donc, si vous voulez bien, je vais évoquer cet enjeu de l'idéologie qui, pour moi, est extrêmement remarquable. Et je rappelle que vous avez une douzaine de minutes. Je serai même très bref. Je répondrai plus aux questions. Je vais faire un petit zoom sur la région que je commence à connaître, qui est la Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons en Bourgogne-Franche-Comté actuellement 422 machines, 422 éoliennes sur 58 zones industrielles, pour être un peu polémique dès le départ. Notre région, c'est aujourd'hui 708 machines. Vous considérez que les éoliennes, c'est comme une usine, une éolienne, c'est ça? Ah bah c'est une réalité. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on parle d'une surface projetée de 2500 m² par éolienne, au lieu de parler des 30 hectares d'emprise réellement de ce parc. C'est un nom magique, un parc. Hein. Moi, je connais les center parks, je connais les parcs éoliens. C'est super. En réalité, donc 422 machines, 288 autorisées, ça porte à 708 les machines qu'on va voir apparaître très rapidement. Alors, ce n'est pas du tout équitablement distribué sur le territoire, puisque certaines zones sont exclues de l'éolien à cause des radars ou d'un certain nombre d'autres contraintes. Ce projet va passer, actuellement, ça représente 1850 mégawatts installés. Il y a 300 éoliennes en cours d'instruction. Il y en a environ 500 qui ne sont pas encore connues par la région, puisqu'elles sont simplement en cours d'instruction par les différents promoteurs. Ça représente 1 millier de machines actuellement par rapport aux 400 visibles. Je rappelle que notre région, cette merveilleuse Bourgogne-Franche-Comté, a décidé d'aller très très en avant sur ce sujet-là, puisqu'elle souhaite mettre en œuvre d'ici 2030-2035 2000 machines, c'est-à-dire multiplier par 5 ce qui est actuellement en place. Donc ça, c'est vraiment... Alors pour développer ça, il s'appuie sur un truc extraordinaire que j'ai découvert. Alors les acronymes, c'est super, mais on a mis en place sur cette région 500 personnes qui ont ce titre extraordinaire d'être des pionniers ordinaires de la transition énergétique. Alors, si vous avez fait attention, c'est des potes. Hein. Nos potes, ils sont là pour, et c'est comme ça qu'on en parle, hein, on a un réseau de 500 potes en Bourgogne-Franche-Comté. Mais ils sont quoi? Ce sont des élus? Ce sont des... Ah non, ce sont des ambassadeurs. Des ambassadeurs. Et ce sont des bénévoles, absolument. Alors, ils sont issus souvent des collectivités territoriales, hein, de la région et des départements. Alors, je vais juste vous lire leur charge. Ces pionniers précurseurs sont là pour communiquer leur nouvelle manière de penser et de soutenir les acteurs face au changement et à l'amorçage des transitions sociétales. C'est-à-dire qu'on le voit dans plein de sujets, on dépasse très clairement l'enjeu de l'énergie, mais c'est vraiment le phénomène de société qui est mis en avant pour nous faire avaler la pilule. Il parle de fluidité sexuelle aussi ou pas, non? Il y a beaucoup de YEL peut-être, ouais. mais je ne sais pas. Voilà. La région aussi investit énormément, donc ce réseau de potes, un réseau aussi où ils investissent systématiquement dans les sociétés d'économie mixte,
Quand je suis arrivé à la région, on m'a dit « Monsieur Lormier, vous vous trompez de tribune. Ici, nous ne parlons pas d'éolien. » En réalité, bien sûr que si, on en parle. C'est-à-dire qu'on en parle totalement indirectement, puisque la région subventionne des sommes assez ahurissantes de 300, 400, 500 000 euros par an, qu'ils mettent dans des sociétés d'économie mixte sur l'énergie dans le coin. Alors, il y a une société d'économie mixte dans la Nièvre, dans Lyon, etc. Au demeurant, ça se fragilise un tout petit peu ce truc-là, parce que, notamment dans la Nièvre, ils ont constaté que c'était tellement polémique qu'ils ont décidé de ne plus investir, cette SEM, la SEM Énergie, n'investira plus dans les enjeux de l'éolien. Mais les 7 autres départements continuent. Il y a un raz-de-marée aussi qui est soutenu par ses potes sur d'autres énergies renouvelables qui sont les méthaniseurs. Nous devrions avoir à Châtillon-sur-Seine le plus grand méthaniseur d'Europe, on est quand même fiers, occasionnant 118 camions jour et mobilisant 45 agriculteurs qui transforment leurs terres, non plus en production alimentaire, mais en production d'énergie. C'est une manne, au même titre que l'éolien. Ces énergies renouvelables, c'est tellement d'argent que voilà. Et pourtant, c'est là où ma colère grimpe, c'est que je suis entouré en Bourgogne-Franche-Comté par 2 régions, plusieurs régions, mais notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a dit, l'a écrit, a pris une décision et a mis en œuvre cette décision à travers un soutien à diverses associations qui, lorsque le préfet a pris un avis contre et que cette décision est retoquée par les juges de première instance, enfin de deuxième instance, puisque la première instance n'existe plus, alors la région soutient économiquement l'association. Donc il y a vraiment un engagement à soutenir ce qu'il considère comme une certaine rationalité. Si la région le refuse, pourquoi l'État l'imposerait? Une autre région, pas tout à fait voisine, mais enfin les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France viennent de prendre une décision là aussi remarquable. Ils ont décidé de soutenir les associations qui avaient des recours pareils en justice à hauteur de 50 000 euros cette année de soutien direct et qui monte à 170 000 dès l'année prochaine et ainsi pendant les 4 années à venir. Donc il y a vraiment une différence entre ce prosélytisme régional de Bourgogne-Franche-Comté et puis la position. Voilà. Donc c'est pour moi une vraie notion de colère sur cette idéologie qui dépasse toute rationalité. Voilà. Donc ça, c'était à mon avis un élément... Attention, pardon. Alors, pourquoi aussi je suis en colère sur ce piège de l'argent qui aveugle? En fait, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, le travail de nos associations, on a, sur les dernières années, fait avec un autre petit camarade, on a fait pratiquement 200 réunions publiques. 200 réunions publiques dans lesquelles on évoque tous les méfaits de l'éolien ou tous les enjeux techniques, avec parfois des éléments, avec souvent d'ailleurs des arguments tout à fait solides. Et donc on constate qu'en fait les élus, une grande partie de la population entend bien ce que c'est comme critique, ce que l'on peut faire sur l'éolien. Mais en réalité, aujourd'hui, finalement, tout se résume à vous comprenez, nos dotations vont être amenées à diminuer, elles ne le sont pas encore totalement. Alors on ne peut pas passer à côté de cette source magique. C'est la seule source où on n'a qu'à lever la main, on prend, on va mettre ces éoliennes au bout de notre commune. Et d'ailleurs, comme à Pizy dans Lyon, j'ai résisté pendant 5 ans, mais je me retrouve avec mon voisin Santini qui a accepté l'éolien. Alors, je vais subir les nuisances, puisque d'ailleurs, il les met juste en limite de commune. Comme ça, c'est moi qui en profite. Et donc, moi, Pizy, je suis vraiment trop con, quoi. Je lutte contre eux depuis 5 ans. J'ai des commerciaux assez exceptionnels qui viennent me voir et qui me promettent monts et merveilles. Bien sûr, ils oublient quelques éléments, bien entendu. Qu'est-ce qu'ils proposent comme montage financier pour intéresser la commune alors souvent, des montages financiers qui sont compliqués, parce que dans ces petites communes, Pizy, c'est 100 habitants. Ils sont tous propriétaires fonciers de quelque chose. Y compris le maire, pas directement, mais ses cousins, son oncle, sa sœur, etc. Et donc aujourd'hui, ils sont simplement dans des montages où ils captent l'argent. À Époisse, village voisin, des propositions chiffrées que nous avons en main d'un promoteur autrichien dit, et là vous ne résistez plus, je vous donne 10 000 euros par an par éolienne, par mégawatt. Vous, le propriétaire foncier. Donc j'installe une éolienne de 3 mégawatts, on va dire que c'est une petite aujourd'hui, et vous allez recevoir 30 000 euros. La retraite d'un paysan, c'est à peine 10 000. Que voulez-vous faire pour résister? Et la commune, on lui propose aussi un ticket, un chèque d'entrée de jeu. Elle touche des dividendes, la commune, bien sûr, à travers l'IFER, à travers les impôts. Globalement, un parc comme ça peut lui rapporter 70 à 100 000 euros sur des budgets de communes qui va être
Sur Époix, c'est 500 à 600 000. Donc c'est majeur. Pour une commune de 100 ou 200 habitants, c'est une recette recette importante. Santini, dont je parlais, budget communal de 70 000 €. Le projet éolien leur rapporte 50 000. On leur dit que peut-être qu'ils perdraient une certaine dotation de l'État, mais ils se disent globalement, nous serons gagnants. Et qu'est-ce qu'on va faire à Santini? Ça, c'est aussi extraordinaire. C'est on a un rôle d'aménageur de territoire, et à ce titre, Santini, petit village complètement déserté, de à peine 100 habitants, eh ben on va faire des trottoirs, comme dans les villes. Ça, c'est bien. Et la commune d'à côté, nous, c'est pas de chance, ça a déjà été fait, mais le promoteur nous a proposé de drainer les murs du cimetière. Voilà, ça, c'est quand même... Donc, c'est des vrais projets dont les concitoyens seront absolument ravis. Voilà, donc il y a vraiment... et alors, ces élus qui aiment, enfin, qui sont quand même, qui ont une certaine conscience, se trouvent pris entre deux feux. Bien sûr, leur compréhension de ces enjeux énergétiques qui les amène à dire que c'est inutile, mais en même temps, tous ces acteurs de la région, nos amis les potes, qui viennent leur raconter la belle histoire et qui leur disent, comme Copawatt, comme Négawatt. Alors, ce que j'ai découvert à la région, juste une petite anecdote. À la région, j'ai découvert que Négawatt, qui est une association qui est très ancrée sur une gauche anti-nucléaire, c'est elle qui vient d'écrire pour un budget de 95 000 € sur la région Bourgogne, le SRADET. Donc le SRADET qui définit la déclinaison régionale des enjeux d'énergie. Voilà, donc on est complètement, je crois que Fabien le disait, complètement noyauté. Et cette association Négawatt, on la retrouve en Occitanie, on la retrouve dans les Hauts-de-France. Et grâce à ce réseau des conseillers régionaux auxquels j'ai maintenant accès, je suis en train d'identifier dans chacune de ces régions, justement, l'emprise de ces acteurs. Parfait. Je peux aborder un autre point ? Oui, ou alors vous l'abordez peut-être tout à l'heure. Je vous en donne un dernier, si vous permettez. Bien sûr. Je vais donner juste ce dernier. Non, mais vous restez avec nous de toute façon, donc vous aurez l'occasion de reprendre la parole. Je voulais juste dire que le CEREME est important dans ce dispositif de lutte. Avec la hauteur de vue qui est la sienne, cela permet de nourrir vraiment toutes nos associations. Et quand je me promène, j'anime beaucoup de réunions dans cette région et je constate qu'on est extrêmement attendu pour installer des propos argumentés et assez solides. Bien sûr, c'est la place typique du CEREME et nous venons de lancer avec le CEREME une action qui, je l'espère, aura un bel impact. Nous avons créé une émission de radio bimensuelle qui dure 20 minutes à chaque fois, qui s'appelle Un certain regard, une émission au service de l'écologie et de l'énergie, et dans laquelle nous nous entretenons avec soit des politiques, soit des experts. C'est une web radio, c'est ça? Alors, c'est une web radio, et c'est surtout un truc extraordinaire qui est le réseau des radios associatives françaises. En Bourgogne-Franche-Comté, où pour l'instant le test est réalisé, nous avons 34 radios qui couvrent l'intégralité du territoire et qui sont le relais, qui diffusent notre émission 2 à 3 fois par semaine. Donc, qui remplissent leur grille de programme de cette façon-là. Et donc, notre ambition, qui je l'espère sera en œuvre dès le mois de septembre, c'est d'essayer d'être relayé par les 838 radios associatives. Et je regardais, et je termine avec ça, je regardais les audimates de ces radios, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais c'est entre 500 et 5000 auditeurs selon les heures de diffusion. Oui, j'imagine que c'est podcasté aussi, ce sont des podcasts que l'on peut consulter à tout moment. Et simplement, à ce moment du direct, si vous voulez multiplier par une trentaine d'émetteurs, eh ben, ça vous fait une population vraiment importante de ruraux. Plus les 200 réunions que vous avez plus ces 200 que nous avons décidé de continuer. Voilà, donc on occupe le territoire. Merci, voilà. Vous restez avec nous et n'hésitez pas à réagir. Bruno Latsou, bonjour. Alors, vous êtes co-secrétaire de TNE Occitanie Environnement, administrateur également du CEREME. Du CEREME. Alors, l'objet de votre intervention, c'est le décryptage des conséquences du scénario Belfort proposé par le président de la République, Quesaco. Tout à fait. Diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Belfort, donc 10 février, c'est le candidat président qui s'exprime en émettant cette idée que, ben oui, il faudrait peut-être quand même s'occuper un peu du nucléaire. Donc, voilà. Mais vous le savez bien, de manière tout à fait insuffisante. Et puis, par ailleurs, bah oui, il faut continuer les énergies renouvelables à un taux assez sidérant, puisqu'au bout du compte, ça fait quand même 600% de plus d'ici à 2050. Alors, quand on décrypte de près, et sur les réserves... Pourquoi avoir choisi Belfort, enfin le territoire de Belfort? Parce que quelque part, il était question un petit peu d'ingénierie industrielle ce jour-là, et donc c'était l'occasion, effectivement, quelque part, je pense, de montrer qu'on avait écouté enfin un peu la France profonde.
et qu'on avait également écouté les spécialistes je dirais de l'électricité en France. On va faire un territoire de progrès. De progrès, comme on disait autrefois. Alors, je ne dis pas ici que Belfort, et je fais un zoom sur l'éolien terrestre, je ne dis pas que Belfort, c'est la panacée. Jean-Louis Buttré l'a dit tout à l'heure, attention, il ne faut pas croire que c'est complètement gagné, loin de là. Il faut quand même s'y arrêter un court instant, parce que le fait d'avoir reporté sur 2050, donc pratiquement 30 ans, un objectif qui initialement était de 37 gigawatts en éolien terrestre en 2028, ça peut se décrypter. Et d'ailleurs, les conseillers du président du candidat président nous l'ont confirmé. C'est avant tout du repowering. Du repowering, c'est-à-dire plus de puissance sur des installations existantes à l'occasion de leur renouvellement. Et quand on tient compte de celles qui sont en attente de construction et de celles qui sont en recours, et malheureusement il y en a une bonne partie qui risquera de passer devant le juge et d'être acceptée par le juge, on se dit oui, effectivement, ça demande à être regardé d'un peu plus près. Parce que ça voudrait dire quoi, ça, concrètement? Ça voudrait dire, stop, on ne crée plus de nouveaux parcs éoliens en France. On ne ferait plus que du repowering. Sauf que quand vous regardez de près ce qui se passe, et c'est le point numéro 1.2, au niveau des régions, c'est vrai en Bourgogne-Franche-Comté, c'est vrai également en Occitanie, c'est vrai ailleurs, sauf dans les Hauts-de-France, et nous savons pourquoi, eh bien, la même mécanique ne joue plus. C'est-à-dire que toutes ces régions-là veulent être à énergie positive, hyper positive, c'est-à-dire 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, et donc le système repowering, machin, etc., ça ne marche plus du tout. Or, ce sont les fameuses SRADET qui finissent par être finalement opposables. Opposables, alors ça porte des noms comme compatibilité ou bien prise en compte. Mais au bout du compte, c'est cela que l'on finit par retrouver dans les SCOT et dans les plans dans les PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, pardon. Et donc, on voit bien qu'il y a un hiatus profond en réalité. C'est-à-dire que tant que Madame de Montchalin, parce que je pense que c'est plutôt de son côté que ça se situe, n'aura pas mis en accord ce que dit Madame Pannier-Runacher et ce que dit Madame Borne, etc., avec ce qui se passe en région, eh bien effectivement, ce sont les régions qui continueront d'imposer le tempo sous couvert d'opposabilité. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je vous dis là? C'est fondamental, hein? Moi, ça me paraît clair. Bon. Ouais, moi j'avoue que j'ai été un peu perdu là, mais... Alors, racontez un peu le processus, comment ça marche. Le reprendre. Parce que si vous voulez bien. Finalement, c'est toujours dans ce pays l'urbanisme, ce qui est prévu dans le code de l'urbanisme et dans les plans locaux d'urbanisme qui s'imposent par rapport à l'autorité décisionnaire, c'est-à-dire le préfet, et puis ensuite par rapport au juge lorsqu'il y a des recours. Et finalement, on doit toujours un considérant dans les jugements qui nous dit, considérant ce qui est prévu au SCOT ou au plan local d'urbanisme, ah oui, sauf que ça se rapporte. Qu'est-ce que vous appelez le SCOT? Le schéma de coordination territoriale, d'accord. Le petit O, c'est le O de coordination. Et ça aussi, c'est entre les mains de l'intercommunalité? Absolument. Ou d'un plan, ou d'un parc naturel régional, ou enfin, une forme d'intercommunalité. Mais le préfet garde la possibilité d'intervenir, oui, bien entendu. Après coup, évidemment, a posteriori. Oui, alors il peut opposer, bien entendu, des raisons de couverture des paysages, la biodiversité. Il y a une telle biodiversité dans ce secteur que, au cas par cas, l'autorité décisionnaire peut décider effectivement de refuser un projet. N'empêche que la question de l'urbanisme, elle est fondamentale. Et si c'est l'urbanisme version SRADET qui s'impose, eh bien, le schéma Belfort, c'est-à-dire la future PPE, elle ne s'impose pas vraiment. Ça vous paraît plus clair comme ça? SRADET, schéma régional, développement durable, égalité des territoires. D'accord. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut continuer de se battre, en réalité. Il faut continuer de se battre pour que, la volonté d'accélérer, qui est celle de l'Union européenne, et qui est celle, semble-t-il, de l'autre ministre, celle de la transition énergétique, eh bien, elle soit tempérée par, effectivement, une logique nouvelle qui consiste à dire, c'est effectivement le schéma plutôt Belfort pour le point terrestre, pour l'éolien terrestre qui doit s'imposer.
Malgré tout, quand on regarde cela, on se dit que, attention, même sur l'engineering, le réengineering, c'est pas gagné. Réengineering à n'importe quelle condition, c'est quelque chose qui doit être regardé de très très près. Alors, le réengineering, c'est-à-dire le remplacement des éoliennes, c'est ça? Voilà, mettons une éolienne de 2 mégawatts de puissance installée, la porter à 3 ou à 4 mégawatts. C'est ce que vous appelez le repowering, par ailleurs. Le repowering, tout à fait, absolument. Alors, okay. Quand on regarde cela de près, oui, pardon, José. Chut. De compréhension. Ce que nous dit Bruno, si tu me permets de reformuler, c'est qu'on aurait pu avoir un espoir que le discours du président de la République à Belfort marque un ralentissement de la pression sur l'éolien qui aurait limité les nouvelles implantations éoliennes et augmenté la production éolienne simplement par le remplacement d'éoliennes existantes par des éoliennes plus puissantes, c'eût été au moins la stabilisation de la couverture du territoire en éolien, tout en ayant une petite augmentation de sa puissance. Mais la réalité que nous décrit Bruno, et qui fait écho à celle de Christophe, c'est que la machine administrative lancée au niveau régional et local n'est pas du tout en train d'appliquer concrètement ce ralentissement. C'est tout à fait cela. Et il y a un deuxième élément je dirais, de machinerie qui s'impose, qui est le fait qu'aujourd'hui, de par les procédures, les opérateurs conservent le pouvoir de déposer des projets, ce qui oblige les préfectures, les services de l'État à les instruire, et ce qui, quelquefois, amène les juges à les autoriser lorsque, par une aventure, l'autorité décisionnaire les aura refusés. Alors ça, c'est un premier point. Donc Belfort n'est pas opposable. Donc, en fait, il faut modifier les procédures fondamentalement et pas seulement s'amuser à les simplifier. Parce qu'on simplifie, on sait ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire, c'est toujours la pression du lobby. Et ça ne donne pas une vision globale. Ce qui fait que derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est le juge qui n'est pas forcément, excusez-moi, toujours compétent en matière acoustique, en matière de biodiversité, en matière de paysage. C'est le juge qui décide, ce qui est quand même assez étonnant, au bout du compte. Il y a un deuxième élément, c'est que les enjeux environnementaux dont je vous parle ne sont pas, rarement en tout cas, rendus opposables à l'éolien. En fait, il y a deux types de sujets. Il y a d'abord les contraintes, telles que par exemple la présence d'un monument historique ou la distance par rapport aux habitations. Alors ça, d'accord, ça on le prend en compte systématiquement. Et puis à côté, il y a ce qu'on appelle les enjeux environnementaux, par exemple sur la biodiversité. Ces enjeux-là, ils ne sont pas rendus opposables. Ce sont juste des choses dont il faudra tenir compte, et on en tiendra compte dans le cadre de l'étude d'impact. Ça nous mènera à faire passer un impact majeur à un impact résiduel, moyennant l'application de la séquence éviter, réduire, compenser, ERC. Mais on autorise même dans certains cas la destruction d'un certain nombre d'espèces. Ça a été le cas notamment sur le projet de Saint-Brieuc, où, tout à fait. entre deux parcs Natura 2000, et où on autorise expressément la destruction d'espèces, de poissons, d'oiseaux. Et nous avons obtenu le 10 mars. Il y a un quota de destruction. Pas tout à fait, mais en tout cas, c'est admis. Et puis derrière, on prendra des mesures dites de compensation, c'est-à-dire d'achat des consciences, soyons clairs. Ben oui, c'est toujours la compensation financière au bout du compte. Alors, on bâtira ceci, on fera quelque chose pour l'association machin. Enfin voilà, c'est assez terrifiant, au bout du compte. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que les codes juridiques ne se parlent pas ou se parlent très peu dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a le code de l'urbanisme, il y a le code de l'environnement, le code de la santé publique, le code de l'énergie, bien entendu, le code des collectivités territoriales, locales, et tout ça, ça ne se parle pas. On raisonne en silo dans ce pays, c'est terrifiant. D'où la raison pour laquelle, finalement, et je passe assez rapidement pour ne pas perdre de temps, nous avons, la diapo suivante, merci, le CEREME a pris le soin de proposer aux candidats, d'abord à la présidentielle, puis maintenant aux législatives, puis bientôt au gouvernement. Alors là, il faudra qu'on trouve nos interlocuteurs, parce que ce n'est pas simple. Sur ce sujet, a priori, ce sera plutôt le côté Montchalin ou peut-être Pellion, le fameux secrétaire général qui serait le super ministre de tout ce sujet-là, vous voyez. Il va falloir qu'on trouve quand même l'interlocuteur. Dans lequel on propose des mesures d'urgence, elles sont très simples, abroger le décret PPE, modifier la licence minimale dont on parlait tout à l'heure, reconnaître aux communes le droit de refuser un projet.
je dis bien aux communes, toutes, et pas seulement la commune d'implantation. Revenir au code de la santé publique, n'est-ce pas, Fabien, en matière de bruit éolien, et annoncer la création d'un défenseur de l'environnement. Ça, c'est une députée, la députée du Var actuelle, Madame Mescotti, qui a trouvé ce projet-là. C'est génial parce que ça serait quand même quelque part ceinture et bretelles, et même, voilà, ça serait la totalité, un peu sur le modèle du défenseur des droits. C'est un vrai projet. Mais alors, ce qui est étonnant là aussi, c'est que le candidat président n'en a pas parlé. Et depuis, Madame Monchalin, nous les attendons qu'elle veuille bien nous en parler, parce que s'il y a un bon projet pour la biodiversité, pour l'environnement dans ce pays, c'est ce projet de défenseur de l'environnement. Je vous incite à y aller voir. Et puis, bien sûr, une révision coordonnée de toutes les procédures. Ça s'appelle, vous irez sur le site du CEREME, ça s'appelle 50 mesures pour une mandature. C'est une révision coordonnée de tous ces éléments, de tous ces articles du Code. Je vous en cite juste un exemple. C'est créer un nouvel article L130 dans le Code de l'urbanisme qui dirait quoi? Eh bien, il dirait, finalement, l'urbanisme doit respecter les intérêts mentionnés au Code de l'environnement, article L511-1, c'est-à-dire le fondement. Tout ça sous le chapeau de la Charte de l'environnement et de la décision qu'a prise le Conseil constitutionnel le 31 janvier 2020 de dire environnement et santé, c'est ce qui passe avant tout. Ça passe avant les politiques sectorielles de l'énergie ou des transports ou de l'agriculture ou autres. Merci voilà, beaucoup. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, non, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci encore. Bruno Latsou. Alors, Pierre Dumont, vous êtes auteur de l'écologie bananière. On a bien compris que sous couvert de bons sentiments, de sauver la planète, de lutter contre le changement climatique, tout ça était aussi une affaire de gros sous. Et c'est ce que vous dénoncez notamment à travers votre livre. Alors, c'est effectivement tout à fait ça. J'étais aussi censé parler d'une expérience d'élu de terrain, mais le sujet a déjà été brillamment et largement traité, donc je vais plutôt parler de la Wehrmacht que constitue le cartel de l'éolien. Le terme n'est pas innocent parce que l'Allemagne est très largement responsable de nos maux. Le cartel de l'éolien, c'est ainsi que je l'appelle dans mon livre, c'est une formidable machine de guerre. C'est pas quelque chose qui nous est arrivé dessus inopinément. C'est très exactement l'utilisation bien comprise de l'idéologie écologiste par l'argent. Au départ, il y a... Pas d'anticapitalisme primaire non plus, parce que je suis chef d'entreprise. Michel m'en fera le reproche. Je suis chef d'entreprise, donc on ne peut pas me taxer. Je ne suis pas Élise Lucet. Au départ, des gens un peu rêveurs, qui sont devenus de plus en plus fanatiques, et petit à petit, des gens avisés, des hommes d'affaires avisés, qui ont compris qu'on pouvait utiliser cette manne idéologique pour faire constituer une véritable machine de guerre et en tirer des profits immenses. Et nous sommes les dindons de cette farce. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé petit à petit. Au départ, l'éolien était quelque chose d'extrêmement vertueux. Moi, la première fois que j'ai vu un parc éolien dans les Hauts-de-France, j'ai trouvé ça effectivement malin. L'idée de faire de l'électricité avec du vent, ça me paraissait pas idiot. En plus, c'était complètement perdu, au milieu de nulle part, donc je n'ai pas été très choqué. Assez vite, je suis redescendu sur Terre, et mon expérience d'élu local, conseiller municipal d'une petite commune du Bas-Berry, entouré de 5 projets que nous avons pour l'instant réussi à bloquer depuis 12 ans, c'est un combat de titans, m'a montré comment, m'a fait comprendre comment cette formidable machine de guerre a pu se constituer. En vérité, le cartel de l'éolien est directement issu et utilisé de façon extrêmement astucieuse. Tout ce qu'ils pouvaient tirer du dogmatisme des Grünen allemands et l'ont exporté, évidemment, l'ont d'abord utilisé en Allemagne avec le succès que l'on sait. L'Allemagne est littéralement couverte d'éoliennes et l'ont exporté en France avec la complicité bien comprise de nos 3 derniers présidents de la République, pardonnez-moi d'être un peu iconoclaste, mais qui ont déroulé un tapis rouge année après année sous les pieds de ce cartel. Aujourd'hui, on s'est aperçu que toutes les mesures qui avaient tenté d'être prises pour encadrer le développement de l'éolien en France ont été petit à petit démantelées par les ministres successifs de l'écologie,
Je parle notamment de la règle des 500 mètres qui avait été, et dont il avait été question d'augmenter la distance entre les éoliennes et les habitations. Madame Royal a bloqué ce projet. On parle de tout ce qui a pu être fait, la suppression des zones de développement de l'éolien, tout ce qui a pu être fait pour faciliter l'implantation des éoliennes a été fait. La suppression du deuxième degré de juridiction, la possibilité de déroger à des règles concernant la biodiversité. Je ne vais pas les énumérer, ça a déjà été évoqué. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un système où le citoyen français, et là je reviens à mon propos initial, qui veut se battre contre un projet, est totalement dérouté. Quand l'annonce d'un projet à proximité de chez vous vous tombe dessus, c'est une agression extraordinaire, c'est quasiment un viol. Vous avez des gens qui habitent depuis des générations dans une belle campagne du Bas-Berry, entre la vallée des Pins de Claude Monet et le pays de Georges Sand. C'est un petit paradis terrestre. Et puis, un matin, vous vous réveillez et par une petite annonce sibylline dans le journal local en vous disant « Il va y avoir une enquête publique sur un projet éolien à côté de chez vous ». Alors là, les gens paniquent, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Ils se mobilisent, ils s'appellent, et puis ils contactent la Fed ou ils créent des associations, etc. Et puis ils se rendent compte très très vite que leurs moyens d'action sont extrêmement limités. Ils sont totalement garrottés. Alors, contrairement aux idées reçues, les acteurs que l'on dénonce souvent, comme les préfets, ne sont pas toujours des ennemis. Les préfets sont souvent, en tout cas c'est mon expérience, très sensible à l'environnement de leur préfecture, au bien-être de leurs administrés, et sont souvent d'assez bons alliés. Ça n'est pas le cas des DREAL, hein, qui sont des gens très souvent infiltrés par le lobby éolien. Et puis surtout, il y a une action qui a été menée en catimini des années auparavant, avant l'annonce du projet, et lorsque le projet arrive à la connaissance des gens, il est déjà, non pas ficelé, mais très 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 avancé. Certains d'entre eux ont profité de la crise du Covid et du confinement pour progresser considérablement certains projets, comme autour de la montagne Sainte-Victoire dans le sud. Ça, c'est un immense scandale, la montagne Sainte-Victoire. Je ne vais peut-être pas l'aborder parce que là, il y a une complicité du préfet, là, à contrario de ce que je viens de dire, qui est un véritable scandale. C'est-à-dire que pour une fois, les tribunaux administratifs avaient refusé le projet. J'en parle brièvement parce que vous l'évoquez. Le promoteur, qui est un promoteur suisse, a utilisé les arcanes de la loi française, qui consiste à dire qu'une décision judiciaire, lorsqu'elle porte un préjudice inacceptable pour un acteur économique, peut être revue. Et donc, le préfet a utilisé cette faille pour autoriser l'érection des éoliennes de la montagne Sainte-Victoire, nonobstant une décision du tribunal administratif qui s'y était opposé, et les éoliennes ont été montées. Voilà. C'est absolument scandaleux, mais c'est un autre sujet. Comment ça se passe? Ben, ça se passe comme le décrivait monsieur. Les promoteurs éoliens, dans une petite campagne, ils envoient des commerciaux. Alors, ce sont des petites nanas assez sexy en général, qui vont voir les maires et qui prennent des rendez-vous. Le maire est tout content de les recevoir. Et puis, la discussion, je le sais parce que je l'ai vécu, ça commence par une opération séduction. On vous dit, monsieur le maire, c'est formidable, vous allez avoir des éoliennes sur votre truc, vous êtes un bienfaiteur de l'humanité, vous allez lutter contre la transition, le réchauffement climatique, etc. Et puis vous allez faire le bonheur de vos administrés, on va vous donner de l'argent, vous allez pouvoir construire la salle des fêtes dont vous rêvez depuis 20 ans. Alors le maire est complètement séduit, puis à un moment il se dit, bon sang, il réfléchit un tout petit peu, et il hésite un peu quand même, il prend des conseils, il en parle à son conseil municipal, et puis il n'est pas convaincu. Alors, il y a la phase 2. La phase 2, c'est la corruption. N'ayons pas peur des mots. Ben, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. On va drainer le mur du cimetière. On va vous aider à refaire le toit de votre église. Alors là, le maire, il commence un peu à avoir la trouille. On dit, oula, ça va, où est-ce que ça va embarquer? Mais comme le promoteur éolien est assez malin, il lui explique que, évidemment, on ne va pas lui donner l'argent à lui. On va donner l'argent à une fondation, fondation du patrimoine, ou j'en passe, qui va l'aider à refaire le clocher de l'église. Ah, là, ça devient évidemment un peu plus soft, parce que c'est la fondation, donc c'est pas moi qui touche, etc.
Et puis le troisième volet, si ça n'a toujours pas marché, c'est la menace. Alors la menace, eh ben, c'est très simple, monsieur le maire. Vous n'en voulez pas de mes éoliennes? Ben, je vais les mettre à côté. Et vous aurez tous les emmerdements et eux, ils auront le pognon. Ou même, ça se fera quand même. Parce que, voilà. Alors là, le maire, il se dit, si je ne veux pas passer pour un couillon vis-à-vis de mes administrés, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et puis il finit par signer. Une fois qu'il a signé, on va voir les agriculteurs du coin et on leur tient à peu près le même scénario pour leur demander de signer des baux amphithéotiques sur leur terrain. Et une fois que le maire a dit oui, que les baux ont été signés, c'est déjà très engagé. Et c'est à ce moment-là qu'en général, le projet apparaît. Et là, ça devient extraordinairement compliqué. Après ça, c'est création d'une association, on commence à se bagarrer. Dieu soit loué, et je rejoins ce qui a été dit précédemment, on n'est plus dans cette espèce de vague pro-éolienne que nous avons connue il y a 10 ans. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus critiques. Il y a des préfets qui ont le courage de s'opposer frontalement à des projets. Il y a des commissaires enquêteurs qui remettent des rapports très bien instruits et qui prennent des positions courageuses. Malheureusement, dans mon cas particulier, ça fait 12 ans que je me bats contre un premier projet, mais ensuite depuis 4 ou 5 autres. Les préfets successifs, j'en suis à mon 7e préfet, je crois, ont tous... Et ils sont pas partis tous à cause de vous, quand même, non? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Je les ai tous reçus chez moi à déjeuner. Ils ont tous accepté. Et l'un d'entre eux me dit en partant, « Monsieur Dumont, vous avez raison, c'est pas possible, je vous soutiens. » Il m'appelle de sa voiture, un quart d'heure après, je suis viré. Je crois pas que ce soit à cause de moi. Voilà. Malheureusement, alors le problème, c'est qu'on n'a pas gagné. On n'a pas gagné quand le préfet refuse une autorisation d'exploiter ou un permis, parce qu'évidemment, le promoteur qui a un fric fou, et qui peut payer tous les avocats du monde, alors que nous travaillons avec nos petites associations à qui on demande 20 balles chaque année à l'occasion de l'Assemblée Générale, donc c'est un petit peu compliqué. Fait évidemment des recours, et jusqu'à maintenant, nous avons perdu tous nos recours. On a pourtant, je crois, un avocat qui à peu près compétent dans le domaine, mais on a toujours perdu. Voilà, alors grâce à un travail mais vous gagnez du temps, dans le fond. Alors on gagne du temps. Parce qu'il n'y a toujours pas d'éolienne chez vous. Non, il n'y a toujours pas d'éolienne, mais il s'agirait que M. Macron comprenne enfin les choses, mais qu'on espérait qu'il aurait compris, comme on le disait tout à l'heure, mais il n'a toujours pas compris. Voilà. Donc nous sommes très inquiets. Je peux juste ajouter qu'en Bourgogne, pour vous donner du courage, on a quand même réussi à écarter 299 machines par voie de justice. 299, c'est pas neutre. On n'a pas la même... Bravo d'abord. Bravo, mais on n'a pas la même cour d'appel, visiblement. Je vous ai interrompu tout à l'heure, mais vous vouliez peut-être rajouter quelque chose, peut-être, ou réagir à ce qui vient d'être dit? Je partage bien évidemment à 100%, mais je reviens sur cette histoire de concertation. Enfin, pour moi, j'espère que cette sorte de mot valise qui est largement utilisé ces temps-ci là, par la classe politique, j'espère que ça va se retourner contre eux. Enfin, c'est tellement n'importe quoi. Comment... Enfin, voilà, donc moi je suis offusqué et je suis content. J'espère qu'ils vont s'empêtrer dans ce vocabulaire-là et que cette concertation qui est... Parce qu'on dit de nos ministres actuels qu'ils écoutent énormément mais qu'ils n'entendent rien. Et que par conséquent, ils vont nous balancer de la concertation, encore une fois, pour nous leurrer, pour nous laisser croire qu'on écoute les uns et les autres. Mais en réalité, il n'y a rien et la machine est lancée. Et la problématique, c'est de cette concertation, notamment à travers l'enquête publique, elle n'existe plus. Et de toute façon, elle n'est que consultative. Et donc, la parole des citoyens n'existe pas, n'est pas prise en compte. Et j'entendais parler de vraies révoltes, mais je pense qu'on a là quelque chose qui fermente. Hein, et voilà, je ne sais pas où ça peut aller. Je crois que la seule chose qui pourra un jour faire basculer nos politiques, c'est le verdict des urnes. Et que continuons à nous battre. Moi, j'ai l'optimisme de Fabien Bouglet ou de Jean-Louis Buttré. Les choses évoluent quand même. Je peux vous assurer qu'il y a 12 ans, quand vous créiez une association anti-éolienne, vous n'étiez pas nombreux. Hein, quand vous aviez 5 ou 6 personnes avec vous, vous étiez le roi du pétrole. Aujourd'hui,
soumis à la seule autorisation environnementale. Ça, c'est très important. Et un jugement de la Cour de cassation a acté qu'aujourd'hui, les éoliennes sont considérées d'intérêt général. Important aussi. Donc l'urbanisme et le code de l'urbanisme sont les rares éléments qui nous permettent de combattre ces implantations. Aujourd'hui, à Échauffour, on est en train de repenser le PLU et le PMI. Ça va être, j'espère, une arme pour essayer de contenir et juguler ce développement anarchique. Je voulais poser une question à M. Dumont. M. Dumont, vous parliez de diffamation, enfin de corruption. J'ai tenu ces propos-là et je suis attaqué en justice par Voltalia à Montpellier en diffamation. Comment est-ce qu'on peut soutenir, alors on sait tous qu'il y a une réelle corruption de nos élus, des gens dans nos campagnes, comment est-ce qu'on peut le soutenir cet argument-là? Bon, je pense qu'il est difficile de l'écrire déjà, enfin d'écrire le mot. Maintenant, il y a des exemples qui sont des exemples publics. Au Dora, la collégiale du Dora a été refaite par la Fondation du patrimoine grâce à un don du promoteur éolien, qui a tellement menti d'ailleurs sur son étude d'impact qu'aujourd'hui la municipalité du Dora a fait un procès au promoteur en nullité je ne sais pas exactement quelle est la procédure, mais en nullité de l'étude d'impact et attaque le projet éolien qui a été maintenant construit. Alors, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait, que les mairies sont arrosées. Je crois que c'est Monsieur Boiteux, ancien patron d'EDF, qui disait miracle de l'agriculture, vous arrosez les mairies et poussez les éoliennes. Voilà. Donc, il savait de quoi il parlait. Juste un mot quand même peut-être pour répondre à votre question, Fabien. Je crois qu'il ne faut pas opposer les codes entre eux. Ce qu'il faut, c'est arriver à les rendre cohérents et à mettre de la cohérence dans le système. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce que fait le juge, au bout du compte, c'est qu'il fait une pesée entre ce qu'on appelle la raison impérative d'intérêt public majeur, excusez-moi, ça s'appelle RIIPM, et les intérêts prévus, protégés par le Code de l'environnement. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire peser, effectivement, en la faveur de ces derniers, une raison qui, en plus, dans de nombreux territoires, n'est déjà plus d'intérêt public majeur. Voilà. C'est cet équilibre-là, ce dialogue qu'il faut arriver à créer entre les codes, et c'est cela que, modestement, nous essayons de faire, que nous allons porter auprès du ministère concerné. D'accord. Encore une fois, lequel, je ne sais pas. Avant de reprendre les questions dans la salle, peut-être que vous, Christophe Dambier, vous souhaitiez parler du label UNESCO. Voilà, parler du label UNESCO, c'est une des conséquences possibles de ces éoliennes. À Vézelay, commune de 500 habitants, Vézelay reçoit 1 million de visiteurs par an. Il y a un patrimoine historique extraordinaire. Et aujourd'hui, le label UNESCO est menacé. Il est réactualisé tous les 5 ans. Et le maire actuel craint énormément de voir ce label lui être supprimé au simple motif si des éoliennes sont dans l'axe majeur de Vézelay, à l'horizon de Vézelay, c'est la sérénité du lieu qui est totalement impactée. Et aujourd'hui, de la même façon, il cherche à obtenir le label Grand Site de France. Et très clairement, la présence d'éoliennes dans l'axe majeur de Vézelay correspond à un refus clair et net. Et c'est pas neutre. Il y a un petit village sur un label beaucoup moins puissant, mais quand même un des plus beaux villages de France, ce label, Montpérou dans le Puy-de-Dôme, qui est aujourd'hui très clairement menacé de ne pas voir son label reconduit. C'est donc un enjeu économique majeur. Et alors, une anecdote, mais Hubert Barbieux, le maire de Vézelay, me disait la semaine dernière, je me demandais mais quelles avaient été les atteintes majeures de Vézelay au cours des 1200 ans de l'histoire de ce village. Il me dit, c'est les guerres. Les guerres ont complètement déstructuré, les guerres qui ont été semées à travers les siècles, ont complètement déstructuré nos paysages par l'abandon, par l'invasion, par l'installation de nouveaux systèmes. Et aujourd'hui, on peut vraiment faire ce parallèle. C'est une nouvelle guerre qui est face à nous, qui menace très clairement le site de Vézelay. Donc c'est un enjeu économique et un enjeu de santé sur la sérénité de ces paysages. Madame, vous vouliez peut-être poser une question, si vous voulez bien vous présenter, poser votre question. Ouais.
Alors, si vous voulez bien rappeler ce que sont les STRADET. Schéma régional d'aménagement, non, développement durable et égalité des territoires. Enfin, des trucs, des mots qui ne veulent rien dire, quoi, en réalité. Hein, d'accord. Soyons clairs. Et donc, c'est la, merci. C'est la déclinaison, déclinaison de la PPE. Alors, prise en charge par les régions. Et de quelques menus autres sujets quand même, hein, il est vrai, les transports, les machins, enfin, ça n'est pas que l'énergie. Pour répondre à votre question, madame, ça s'évalue à peu près 3,5 fois plus qu'il n'y en a aujourd'hui, base 2020. Hein, d'accord. Donc voilà, donc c'est quand même considérable. Il y a un vrai hiatus avec le scénario Belfort. Mais Bruno. Alors par contre, Belfort, il faut le dire quand même, c'est une vraie catastrophe pour l'éolien offshore. Hein, 50 parcs de 800 gigawatts à proximité immédiate de nos côtes, sans parler les pêcheurs et leurs familles, en fait, etc. C'est un vrai souci. Et puis il y a également l'agrovoltaïsme qui est à la mode, qui consiste finalement quelque part à industrialiser des terres agricoles ou pastorales, à leur donner une autre vocation. C'est un autre vrai scandale, alors que l'ADEME elle-même, dans son rapport de 2019, dit très clairement qu'il y a de quoi faire avec rien que les friches industrielles, les toitures et les ombrières de parking. Donc là, on est en train de nous raconter une autre histoire. Alors que, et nous le savons, et là, pardonnez-moi, je reprends ma casquette Cérémé, il y a quand même quelque chose de mieux à faire que 6 plus éventuellement 8 EPR2. C'est vraiment 24 EPR2. Et puis, tous ces sujets-là, on n'en parlera plus. Monsieur, pardon, je reviens vers vous après. Qui représentent les communes en tant que autorité concédante pour les réseaux d'électricité, que sont les syndicats d'énergie, qui sont fédérés dans la Fédération nationale des collectivités concédantes. En effet, est-ce que vous ne pensez pas que, pour éviter ce que vous avez très bien décrit, c'est-à-dire les soldats de la Wehrmacht qui viennent faire du lobbying, etc., et qui font émerger un projet de règlement, est-ce que vous ne pensez pas que l'on devrait, parmi les mesures d'urgence, confier aux syndicats d'énergie, qui sont maintenant la plupart du temps départementaux, qui sont donc des représentants des collectivités territoriales, pour éviter les guerres entre communes et communes. Si vous permettez, je... Confier à ces syndicats départementaux d'énergie le rôle de faire émerger les projets de façon impartiale et en accord avec les citoyens. En Bourgogne-Franche-Comté, ces syndicats d'énergie, le CICECO, le CIEN, etc., qui sont distribués par département, sont totalement inféodés à la région et sont des porte-parole absolument de l'éolien sans réserve. Il y a le dogmatisme, et ce sont des gens qui sont issus quasiment de la région et qui portent la parole de la région, en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté, le CIEN, le CICECO, etc., sont vraiment la main opérante de la région. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la région leur donne de l'argent pour construire de l'éolien. Jean-Louis Buttret. J'ai une réponse. Oui. Je vais juste vous parler de la Vienne. C'est le syndicat d'électricité de la Vienne qui a construit des éoliennes, qui a créé des sociétés. En plus, comme il y a justement des élus qui gèrent indirectement ces ensembles, c'est un des pires. C'est-à-dire que moralement, ils se posent en parfait sauveur de la planète. Donc hors de question d'accepter ce genre de choses. Alors, j'ajouterais que la Wehrmacht est devenue maligne. Le dernier gouvernement, et Mme Pompili en particulier, a donné pour instruction au préfet de région pour pallier la suppression des zones de développement éolien, d'organiser des concertations au sein des régions pour définir ce que vous préconisez peut-être, un schéma régional qui permettrait de définir des zones favorables ou défavorables. Le problème, c'est qu'évidemment, vous allez créer des guerres, parce que personne n'en veut des éoliennes. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à me battre pour protéger le bois chaud méridional, qui est une région très vallonnée des éoliennes, les gens de la Champagne-Mérichonne m'ont envoyé des lettres d'insultes en disant « Ouais, t'es gentil, tu veux pas d'éoliennes chez toi, tu veux qu'on les envoie à Champagne-Mérichonne. » Donc, ce faisant, et sous prétexte d'ouverture d'esprit, de concilier, et de favoriser l'acceptabilité des éoliennes, ils savent très bien qu'ils vont déclencher des guerres entre les associations, et après ça, ils pourront dire, bah, écoutez, si vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord entre vous, c'est moi qui m'en occupe. Monsieur.
Lorsqu'on pose la question au maire de Lorient lors d'une réunion publique, il a répondu « Ah oui, mais il faut que ce soit à moins de 15 000 décotes, parce que sinon, les communes littorales ne toucheront pas la taxe éolienne. » Voilà. Alors, il y a des paysages littoraux magnifiques qui vont transformer en zone industrielle, alors qu'on pourrait au moins construire ces éoliennes offshore. Il pourrait par exemple tenir compte de la résolution qui a été prise par le Parlement européen le 7 juillet 2021, qui dit très clairement « Attendez, avant de faire des projets de cette nature sur l'éolien offshore, attendez d'avoir le retour de toutes les études environnementales. » C'est le b.a.-ba. Est-ce qu'on est vraiment aux pièces dans un pays où on a 92% d'électricité déjà décarbonée? Mais franchement... Ah mais le Parlement européen, ils s'en contrefichent éperdument. On a eu également un cas de cette nature sur l'éolien flottant en Méditerranée, où nous avions demandé, quand je dis nous, c'est moi-même, enfin notre collectif régional avec les pêcheurs, on s'était bien alliés, on a vraiment drivé le débat public sur cette idée qu'il fallait attendre d'avoir le retour sur les 3 fermes expérimentales. Ben non, on passe en force, comme s'il y avait une urgence. Mais il n'y a strictement aucune urgence. Ouais. Bon, je ne vais pas pouvoir, monsieur, ce sera la dernière question, mais peut-être que vous pourrez poser ensuite, on sera obligé de poursuivre cette table ronde, on va passer à la deuxième table ronde pour respecter le temps. Monsieur. Parlez fort, si vous voulez bien, puisque comme vous n'avez pas de micro. Ça s'appelle comment ? Paysage sans qualité. Après l'homme sans qualité, de Musil, il y a le paysage sans qualité. Et alors, d'autres développements de vocabulaire, par exemple, il y a 2 marques. Et là, c'est une dent creuse. Vous voyez, le concept urbain. Ah oui, donc. Voilà, un paysage sans qualité, dent creuse. Enfin, il y a du vocabulaire comme ça. C'est génial. C'est génial. Voilà. Oui, merci. Non, c'était monsieur, si vous voulez bien encore rapidement. Monsieur, oui, je vous en prie. Je voudrais souligner que la commission d'enquête parlementaire avait établi qu'il n'y avait pas de bienfait à introduire l'éolien dans le mix électrique français pour le climat. Et depuis, on voit que le climat est remis en selle. Et depuis l'année dernière, et les déclarations de Barbara Pompili et Castex, on nous dit qu'il est vital d'introduire de l'éolien parce que c'est pour décarboner l'électricité européenne. Donc la question, c'est est-ce que nous devons sacrifier tous les intérêts protégés français pour décarboner l'électricité allemande, entre autres, avec leurs machines, etc. C'est la Wehrmacht, évidemment. Et aussi, c'est une question pour le CEREME, est-ce que ça serait intéressant de chiffrer ce que ça va coûter à la France? Parce que quand on exporte de l'électricité européenne, à cause du manque de foisonnement, les prix sont très bas, alors que la collectivité française a été obligée de l'acheter à un prix très élevé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci à nos intervenants. Pardon pour les autres questions, vous pourrez les poser sans doute après. On va essayer de gagner un peu de temps sur la prochaine table ronde. Merci à vous tous. Alors.